Bonjour et bienvenue. Une nouvelle vidéo dans le domaine, bien le module de civilisation. Maintenant, le cours de la féodalité. On va étudier le cours de féodalité. Bon, on a parlé des dynasties, différentes dynasties, c'est-à-dire le cours précédent. On a évoqué les trois dynasties mérovingiens, carolingiens, capétiens. On a évoqué également les croisades. On a parlé du Moyen-Âge, ces trois, je dirais, c'est-à-dire périodes du Moyen-Âge, le haut et le central et le bas. On a parlé aussi dans un autre cours par rapport à la Rome antique, la ville de Rome, et tout qui est en relation, bien qui englobe, je dirais, l'histoire, bien la civilisation romaine. On a évoqué la Grèce antique, etc. Je pense qu'on a encadré ces cours avec précision, avec des détails. Ne manquez pas, je dirais, de laisser un commentaire ou bien un j'aime. Et merci de votre attention. Aujourd'hui, on va débuter avec et entamer avec la féodalité et la littérature médiévale. Bon, la féodalité, qu'est-ce que ça veut dire la féodalité? La féodalité, c'est un système social qui a été, je dirais, appliqué pendant le Moyen Âge, soi-disant le centre Moyen Âge ou bien le bas Moyen Âge, et même le début du Moyen Âge. Le début du Moyen Âge était, je dirais, les prémices ou bien les signes bien le début de la féodalité. Et la féodalité, je crois, a terminé à la fin du Moyen Âge, par la chute je dirais, parce que si on a le Moyen Âge débute au 5e siècle avec la chute de l'Empire romain, alors je pense que la fin du Moyen Âge, c'est par, je dirais, la découverte si on dit par la découverte de l'Empire, bien l'Amérique par Christophe Colomb. Alors je pense que c'est pas jusqu'à cette date, mais c'est plutôt, on peut dire que à la fin ou bien à la moitié de la fin de la dernière étape du Moyen Âge. C'est-à-dire si on est au bas Moyen Âge, alors c'était bien avant l'apparition de la peste et bien la guerre des 100 ans. D'accord? Alors ça, la féodalité était une répartition sociale faite par les monarques tyrans et despotiques qui ont régné, qui ont voulu, je dirais, une sorte de théorie, si on peut dire, ou bien une façon je dirais, d'organiser la société à cette époque. Elle est composée c'est-à-dire le monarque. Le monarque, c'est lui qui détient, si on dit, le pouvoir suprême, d'accord? Et lui qui ordonne, qui décide, etc. Il a le pouvoir suprême. Puis on descend, on a ce qu'on appelle les vassaux. Les vassaux, ce sont des nobles, des clergés et des nobles. On peut dire aussi des forts clergés, si on peut catégoriser les clergés avec des clergés qui sont fortunés extrêmement, hein, une fortune intense, alors il existe aussi d'autres clergés qui possèdent moins. Voilà. Alors les vassaux, c'est ça. Et ils avaient, je dirais, comment dirais-je, ils avaient le plan et la carte des biens de la terre régnée par le monarque, et c'est à eux de, je dirais, suivre, je dirais, l'acheminement et le déroulement de tout, par exemple la collecte des impôts, la distribution des terres, les frontières, c'est-à-dire la préparation à des guerres, etc., c'était vu et organisé par ces vassaux. Et puis on a d'autres qui viennent je dirais, au service des vassaux, c'était les chevaliers, c'était des chevaliers qui représentent, je dirais, une partie je dirais, de l'armée, et aussi au service, bien sûr, du monarque, directement. Et une autre tranche
de population qui, c'est-à-dire, servent bien sûr, qui suit les ordres en guise de protection par, je dirais, voilà, par les vassaux et qui sont, je dirais, à la merci, si on peut dire, des vassaux et des chevaliers, bien sûr, et qui sont là pour travailler la terre, pour, travailler la terre, pour suivre, je dirais, une sorte de serviteurs et d'esclaves. Voilà. Ça, c'est l'organisation de la féodalité. Maintenant, la féodalité et la littérature médiévale. Bon, quelle est la relation la féodalité et la littérature médiévale? Le Moyen-Âge est une période de l'histoire européenne qui s'étend approximativement du 5e à 15e siècle. Cette ère a été marquée par une société fortement hiérarchisée, d'accord, caractérisée par la féodalité, on a dit ça, par un système politique, économique et social, ainsi que par une riche production littéraire. Dans ce cours, nous allons explorer deux genres de la littérature médiévale, la chanson de geste, la littérature courtoise, tout en jetant un regard sur le contexte de la féodalité qui a façonné cette période, etc. La féodalité, pour comprendre pleinement les principes fondamentaux du système féodal, il est essentiel de plonger dans les composantes clés de cette structure sociale et économique complexe qui a dominé l'Europe médiévale. Voici une exposition sur les aspects essentiellement système féodal. D'accord? Hiérarchie sociale, le roi au sommet, ça c'est le composant. On a cité ça, hein, c'est pas la peine. On a dit que la féodalité était composée de rois. Les seigneurs, ce sont les seigneurs, vous avez les vassaux et vous avez les paysans qui exécutent c'est-à-dire les ordres, etc., qui travaillent la terre, voilà. Et le roi qui détient, je dirais, le pouvoir suprême, les seigneurs sous le roi, etc. Les vassaux étaient les seigneurs subalternes qui prêtaient hommage aux seigneurs, etc. Et puis les paysans. Ce sont les différents, je dirais, composantes de la hiérarchie féodale. Et puis on arrive à le rôle de seigneur et des vassaux. Le rôle des seigneurs et des vassaux. Bon, les obligations des seigneurs, les seigneurs avaient des obligations envers leurs suzerains, notamment la fourniture de troupes pour les campagnes militaires du roi et les maintien de l'ordre dans le domaine de la collecte et la collecte des impôts. C'est-à-dire, c'est eux la main qui exécute ça et incarne, je dirais, l'outil exécutif, si on peut dire, la main qui exécute. Les obligations des vassaux, les vassaux devaient prêter hommage en loyauté à leur seigneur, de soutenir en cas de besoin militaire et parfois conseiller leurs suzerains sur les questions politiques. Voilà, les vassaux étaient, c'est-à-dire, ils n'étaient pas, comment dirais-je, ils avaient des rôles proches de ce qu'on appelle le serment, une loyauté envers les seigneurs. Voilà. Comprendre les principes fondamentaux du système féodal est essentiel pour saisir le fonctionnement de la société médiévale européenne ainsi que son impact sur la culture économique, etc. La littérature médiévale, la chanson de geste, définition de la chanson de geste. Bon, vous avez la définition, c'est à vous de résumer. Influence sur la littérature médiévale, et voilà. Ça, c'est l'essentiel par rapport à ce cours. Parce que la féodalité, c'est facile à retenir, c'est juste comprendre les différentes composantes. Voilà, on a dit la hiérarchie sociale de la féodalité. Vous avez le roi, vous avez les seigneurs, vous avez les vassaux et vous avez les paysans. Et n'oubliez pas d'ajouter l'expression, c'est-à-dire le pouvoir suprême, lorsque vous voulez évoquer et décrire le roi. C'est très important. Maintenant, on va passer à un autre cours dans la même vidéo, celle des Normands en France. Les Normands, un peuple d'origine scandinave, ont eu une influence significative sur l'histoire et la culture de France.
c'est-à-dire un peuple scandinave, c'est-à-dire il vient du nord, si on peut dire nord ouest, nord-est. Il vient du nord-est, hein, euh, il vient du nord-est pour envahir, c'est-à-dire les pays, un des dynasties, je dirais, euh, français, soit, je dirais, capétienne ou bien mérovingien, mais carolingien. Les Normands, un peuple d'origine scandinave, ont eu une influence significative sur l'histoire et la culture de France, en particulier au cours de la période médiévale. Les Normands étaient d'abord des Vikings. Voilà, ici il nous donne, c'est-à-dire l'origine des Normands sont des Vikings. Alors qu'est-ce qu'on comprend? On comprend, c'est-à-dire que l'apparition et les invasions des Normands, bien des Vikings, sont apparus à la fin, je dirais, de la monarchie, si on peut dire, la monarchie, bien la dynastie capétienne, parce que ce nom, ces envahisseurs, ils sont pas notés pendant la période de la dynastie mérovingienne, ni dans la dynastie carolingienne, ni dans la dynastie capétienne. Mais à la fin, lorsque Hugues Capet meurt et son fils, je dirais, du nom de, si je rappelle bien, Charles Chauve, qui prend la succession de son père, c'est de là dans cette période où les invasions des Vikings, ils ont vu que cette dynastie, elle est vulnérable, elle est facile à la conquérir. Alors ils ont commencé, ces Normands, c'est-à-dire de se préparer à l'invasion. Un peuple germanique originaire de Scandinave, ils se sont lancés dans les expéditions maritimes à partir du XIIIe siècle, s'attaquant de nombreuses régions d'Europe, y compris la France. La première incursion des Vikings en France eut lieu en 799 lorsqu'ils pillèrent la Baye et Saint-Philbert. Ces incursions se poursuivirent pendant plusieurs décennies. Bon, ce que vous devez retenir, c'est que les Vikings, c'est-à-dire leur trace, elle est je dirais, presque, elle n'est pas présente, je dirais, par rapport à l'Antiquité. Si on parle d'Antiquité, ils n'ont pas laissé des traces. Ce sont considérés comme des pirates mais ils n'ont pas fondé des civilisations comme trois civilisations, je dirais, français, c'est-à-dire mérovingiens, carolingiens et capétiens. Ils étaient c'est-à-dire, on peut dire, dans le même sort des barbares qui ont arrivé à aboutir à créer une civilisation, bien des civilisations, parce que les Francs, ce sont des barbares, hein. C'est-à-dire les Francs, c'est eux, ce qu'on dit mérovingiens, carolingiens, capétiens, ce sont des barbares à l'origine. C'est eux qui sont venus pour prendre la place des Romains, gallo-romains. Et bien sûr, ils ont réussi je dirais, à bâtir une dynastie. Mais le cas des Vikings, non, le cas des Vikings, non, ils étaient des envahisseurs, mais ils sont pas arrivés à créer une dynastie. Voilà. Le pacte de Saint-Clair sur Epte, c'est un pacte entre eux parce que ils étaient dans une période forte, hein, mais on ne sait pas comment ils ne sont pas arrivés à construire une dynastie. La relation entre les Normands et les Français a commencé à évoluer au début du Xe siècle. Le roi des Francs, Charles le Simple, a conclu le pacte de Saint-Clair sur Epte avec le chef normand, Roland, en 911. On a dit les Normands, ce sont des Vikings, d'accord? Selon les termes de cet accord, Roland, sur la région du deviendra le Normandie en échange de son serment d'allégeance à Charles. Ils ont fait un compromis, si on peut dire. Ce pacte historique a établi un précède essentiel en démontrant que l'intégration pacifique des peuples étrangers
était possible. La Normandie est devenue un territoire où la culture normande et la culture française. C'est un rapport de force entre le chef des Normands et un dirigeant, je dirais, de cette dynastie dans cette période, qui est Charles V. Ça, c'est assez. Voilà, ça c'est l'essentiel. Contribution des Normands. L'établissement, bon, qu'est-ce qu'ils ont contribué, les Normands, par rapport à l'histoire, par rapport à l'Europe, aussi par rapport à d'autres, c'est-à-dire dynasties, etc. L'établissement de la Normandie, la création de la Normandie en tant qu'entité politique a eu un impact significatif sur l'histoire de la France. Et je pense que la Normandie apporte le nom, c'est-à-dire des Normands, parce que c'est eux qui détiennent, je dirais, si on peut dire, le côté, je dirais, qui est un côté qui le représente, voilà, par un décret ou bien par un décret signé par ce pacte entre Charles Simple et le chef des Normands, étant quantité politique et eu un impact significatif sur l'histoire de France après le pacte de Saint-Clair-sur-Ap. C'est-à-dire que la Normandie a été fondée à partir de ce pacte qui porte le nom de pacte Saint-Clair-sur-Ap, entre Charles Simple et le chef des Normands. Voilà, est devenu un duché vassal du royaume de France. Cette nouvelle région était stratégiquement située et est rapidement devenue un acteur majeur dans le développement de l'État français. Et elle est connue jusqu'à maintenant. Puis de l'éducation et la culture, les Normands ont joué un rôle essentiel dans la renaissance culturelle de l'Europe médiévale. Ils ont établi les écoles et des bibliothèques, contribuent ainsi à la diffusion des connaissances. Les monastères, les églises normands sont devenus des centres d'apprentissage. Point. Ici, on va un peu expliquer ces textes par rapport à notre compréhension. On a dit, malheureusement, les Vikings ou bien les Normands, ils ont pas arrivé à bâtir une dynastie. Mais qu'est-ce qu'on comprend d'après les historiens? On comprend que ils n'ont pas, mais ils ont contribué à d'autres civilisations, notamment la civilisation et la dynastie française. Hein, parce que, c'est-à-dire ce pacte entre le chef de Normand et Charles le Simple, c'est un pacte qui donne aux Normands le droit de s'installer. Hein. Et lorsqu'on dit installer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de se rétablir, hein, d'être, je dirais, de s'intégrer dans la société, de marier avec, je dirais, des Français, avec des Francs, avec des... Voilà. Et comme ça, on peut dire que les Français, ils ont un côté, ou bien c'est un mélange, ou bien ils ont une incorporation, si on peut dire, dans leur gène, entre, c'est-à-dire des Vikings et voilà, les Francs. C'est pour ça on a dit que maintenant on comprend que oui, ils ont contribué, et cette dynastie, c'est-à-dire dynastie si on parle aussi de la dynastie capétienne, et on monte vers, je dirais, c'est-à-dire de la dernière dynastie capétienne jusqu'à maintenant, les Vikings, ils sont présents, c'est, voilà, ils ont contribué à je dirais, au développement de la dynastie des Francs. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant, on va passer à d'autres, je dirais, comment dirais, contributions. On a cité que deux et on a tiré des importantes informations. Maintenant, vous avez l'architecture. Les Normands ont laissé une marque indélébile sur l'architecture française. L'abbaye du Mont Saint-Michel est un des exemples les plus... Bon, par rapport à l'architecture, les édifices, ils ont contribué énormément, bien sûr, comme c'est-à-dire d'autres civilisations. On cite par exemple la civilisation musulmane qui a régné 7 siècles en Espagne, qui a laissé sa trace, laissé ses édifices, ses châteaux, les édifices, les ponts, et d'autres, je dirais, merveilles. La même chose pour les Normands aussi, ils ont contribué, laissé leur trace, c'est tout à fait normal. Puis la cuisine aussi, la gastronomie, bien sûr. Ici, on parle je dirais, de la collision des cultures et le mariage des cultures. Lorsque une civilisation vient, je dirais, s'installer ou bien être accueillie par une autre civilisation,
c'est tout à fait normal il se déroulera bien un mariage entre ces deux et qui va donner je dirais, préserver les deux cultures, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans la cuisine, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau des mœurs et traditions, pardon, que ce soit au niveau de la vestimentaire ou bien c'est-à-dire de l'habit, que ce soit, je dirais, c'est-à-dire par rapport au système politique, par rapport à des lois, voilà, il y a beaucoup de choses je dirais, qui représentent le fruit de ce mariage en deux cultures. Dans l'ensemble, les Normands ont laissé un héritage durable en France. Voilà. Les Normands ont joué un rôle essentiel dans le développement de la France, bien sûr. Et à la fin, vous avez un texte, c'est à vous de le lire. Je vais le zoomer pour ce qui intéresse à lire. Voilà. Mes amis, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse.